Mesdames et messieurs, bonjour, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures. Voici les principaux titres. Campagne de nettoyage de propreté dans les quartiers de la commune de Boulaos. Donc ces campagnes sont menées par les responsables du comité exécutif du parti RPP. Et attentat meurtrier lors d'un meeting au Pakistan. Merci à vous de nous rejoindre. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a adressé donc hier un message de félicitations à son homologue français, Emmanuel Macron, dont le pays célèbre l'anniversaire de sa fête nationale aujourd'hui, en ce 14 juillet. Dans son message, le chef de l'État a souhaité succès et réussite à M. Macron dans la conduite des affaires de son pays et formé le vœu de plus grand développement, prospérité et épanouissement au peuple ami français. Nous sommes d'autant plus fiers à Djibouti de nous associer aux festivités du 14 juillet que nous adhérons pleinement aux idéaux de cet anniversaire, a écrit le président Guelleh. Plus qu'un simple héritage national français, la fête du 14 juillet représente le triomphe de la liberté sur le diktat dans le monde entier et en cela fait de la France, patrie amie et liée avec Djibouti par la culture, la langue et l'histoire, le pays des droits de l'homme et le terreau originaire de l'abolition des privilèges et autres passe-droits, a poursuivi le président de la République. Soyez sûr, Monsieur le Président, que vous trouverez toujours auprès du gouvernement et du peuple de Djibouti tout le concours nécessaire au raffermissement des liens déjà exceptionnels et privilégiés entre nos deux pays et nos deux peuples, a par ailleurs ajouté le chef de l'État djiboutien, réitérant ce vœu de bonne fête à Emmanuel Macron et à l'ensemble du peuple ami français. C'était dans les titres. La campagne de nettoyage de propreté par le parti RPP se poursuivent dans les différents quartiers de la capitale. Ces actions menées sur le terrain sont inscrites dans l'agenda du parti dans le cadre d'une vaste politique de civisme et de sensibilisation sur l'amélioration du cadre de vie des populations. En effet, ce matin, plusieurs actions de ramassage des ordures ont été lancées dans les différents quartiers populaires de la ville de Djibouti par le secrétaire général du parti, Ilyas Moussa Dawalé, en présence des membres du comité des annexes RPP, des jeunes progressistes ainsi que des habitants et militants de chaque quartier. Le parti RPP a mené ce matin dans une action communautaire de grande envergure dans 3 quartiers de la capitale. Il s'agit du quartier 1 et 2 ainsi que du quartier 6. Cette action communautaire a vu la participation des hauts dirigeants du RPP, dont le secrétaire général et les différents responsables des annexes RPP de ces 3 quartiers. L'action communautaire menée ce matin entre dans le cadre de l'amélioration de la propreté dans la capitale. Elle fait suite aux actions menées par le parti RPP qui ont démarré à la place Mahmoud Harbi en présence du vice-président et premier ministre Abdelkader Kamil. Tous les acteurs actifs, les membres des associations des quartiers 1 et 2 et les jeunes entrepreneurs du quartier 6 ont participé à l'action communautaire de ce matin, ainsi que les éléments de la gendarmerie et de la police nationale. Les agents de la voirie ont soutenu ces actions supervisées par le secrétaire général du parti RPP qui s'est personnellement impliqué dans la conduite des actions communautaires dans les 3 quartiers. Il a demandé à pérenniser ces actions communautaires périodiquement. Les participants à l'action communautaire ont souligné l'importance de ce genre d'action communautaire. Et dans une interview, le secrétaire général du parti RPP, Ilyas Moussa Dawalé, s'est félicité du déroulement des opérations de nettoyage. Il a tenu à saluer le courage et la détermination des participants dans leur volonté à protéger l'environnement dans lequel ils vivent. Dans le cadre de cette action de propreté, le secrétaire général du parti RPP, Ilyas Moussa Dawalé, a fait une tournée d'inspection dans certains quartiers tels que les quartiers 1, 2 et le quartier 6 pour superviser le bon déroulement de ces actions communautaires. Il a apprécié l'engagement et l'engouement des participants aux travaux de propreté dans leur quartier. Il a remercié tous les participants à ces actions communautaires, notamment la population des 3 quartiers, ainsi que les éléments de la gendarmerie nationale, la police nationale et la voirie de Djibouti. Il a aussi félicité les techniciennes et techniciens de Surface qui font un travail remarquable pour la propreté de la ville. Mais il est impératif de soutenir, a-t-il dit, les actions en organisant des actions communautaires dans chaque quartier pour donner une bonne image de la capitale. La propreté de la ville est l'affaire de tout le monde, en premier les habitants des quartiers concernés.
Le centre de formation des enseignants de l'enseignement fondamental a abrité une cérémonie de clôture de la formation sur la gestion axée sur les résultats pour les chefs d'établissement, une formation qui entre dans le cadre du renforcement des capacités de cadre du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Le secrétaire général Mohamed Abdallah Mahyoub, accompagné des conseillers techniques et des directeurs généraux, a présidé cette cérémonie de clôture. Ont assisté à cette cérémonie le conseil technique du ministre, la directrice générale du CFEEF et d'autres hauts cadres du MENFOP ainsi que les inspecteurs et chefs d'établissement. Cette formation donc a permis aux chefs d'établissement d'être outillés dans la gestion des projets d'établissement afin de mieux aligner les activités de planification, de suivi et d'évaluation sur les résultats escomptés. Le secrétaire général a indiqué dans son intervention que la première pierre à déposer dans l'édification d'un système performant est le renforcement des compétences des ressources humaines, puis a souligné que le thème de cette formation est le pilotage du management des établissements. C'est pourquoi nous devons, a-t-il dit, construire une culture de redevabilité tout en sachant les objectifs à atteindre. M. Mahyoub a ajouté que cette formation de qualité sera suivie d'une série de formations sur cet aspect car nous accordons beaucoup d'importance au capital humain du MENFOP. Le secrétaire général a conclu que nous avons organisé cette année beaucoup de formations pour les enseignants, l'encadrement et le personnel de l'administration dans le but de renforcer les capacités des uns et des autres. Alors, la gare, c'est la gestion axée sur les résultats. Donc, avant, le chef d'établissement avait l'habitude de gérer le quotidien. Donc, ils étaient absorbés par les activités quotidiennes et les résultats n'étaient pas vraiment importants. Là, maintenant, on a mis l'accent sur les résultats. Donc, dans toutes les activités entreprises au niveau de l'établissement, que ce soit au niveau du projet d'établissement ou bien au niveau d'autres activités, toutes les activités doivent donner des résultats. Donc c'est ça le mot-clé de la formation. Donc je crois que tous les chefs d'établissement se sont bien imprégnés de cette nouvelle approche et plus tard, ça va nous permettre d'améliorer l'enseignement apprentissage et aussi améliorer les résultats des élèves. Et après la remise des diplômes aux différents participants à la formation sur la gestion axée sur les résultats, nous avons recueilli également les propos de l'expert consultant international qui a animé les travaux de formation au centre de formation. Nous l'écoutons. Aujourd'hui, on assiste à la pause, à la clôture de l'activité de formation des chefs d'établissement, donc en matière de gestion axée sur les résultats, qui constitue donc une autre pierre à ce grand édifice qui est l'adoption des principes et des outils de gestion axée sur les résultats dans la gestion et la gouvernance du système éducatif au niveau de la République de Djibouti. Je salue fortement le choix pertinent des responsables du MENFOP. En optant pour la formation de formateurs, cela contribuera énormément à la durabilité des bienfaits de cette formation et donc assurer par la suite donc une bonne continuation et de permettre aux différents cadres du ministère de prendre la relève par la suite. Et dans le cadre du projet Prépude 2 quartier 7 financé par la Banque mondiale, l'Agence djiboutienne de développement social, ADDS, a organisé jeudi dernier une cérémonie de remise de permis de conduire à 15 jeunes grâce au Fonds de développement communautaire FDC du programme Prépude 2 quartier 7 au CDC du quartier 7 en présence du président de la commune de Boulaos, Mohamed Omar Ismail, et du directeur général de l'ADDS, de la directrice du développement social de l'ADDS par intérim et de la directrice du CDC du quartier 7. En effet, le Fonds de développement communautaire du programme Prépude 2 quartier 7 a pour objectif de dynamiser le tissu associatif du quartier 7 et par ce financement, il s'agit d'appuyer les activités des associations dans leur quotidien en leur donnant des moyens conséquents afin que quelques-uns puissent réaliser leur mission, leur domaine respectif, à savoir l'animation, la prévention, la sensibilisation, la formation et l'insertion. Plus largement, sous l'impulsion du secrétariat d'État aux affaires sociales et en partenariat avec les autres ministères sectoriels, la DDS met en œuvre des programmes, projets et sous-projets qui visent à l'amélioration des services sociaux de base.
Et le président de la commune de Boulaos, Mohamed Omar Ismail, a réagi après les remises de certificats. Il a demandé aux bénéficiaires de capitaliser sur ces acquis et améliorer leurs conditions de vie et celui de leur famille. Il a remercié également le Fonds de développement communautaire qui a concrétisé ces formations au profit de ces jeunes. Les services sociaux et médicaux à domicile pour les retraités alités gagnent du terrain. Cette catégorie vulnérable des retraités reçoivent des pensions de retraite à domicile. Ils bénéficient aussi de consultations médicaux sur place. Ces prestations lancées fin 2017 par la CNSS sont d'une grande utilité pour les bénéficiaires en cette période de grande chaleur. Cette équipe de la CNSS, composée du contrôleur assermenté et du caissier pour payer les pensions, ainsi que d'un médecin et d'un infirmier afin d'établir les diagnostics sur l'état de santé de ces alités. Sous un soleil de plomb, ils sillonnent la capitale de quartier en quartier pour se rendre chez ces retraités alités. À Chermoussa, dans le faubourg de Balbala, ils vont de maison en maison pour payer les pensions des retraités de deuxième trimestre de l'année 2018. Ils dispensent également des consultations médicales aux alités afin de suivre leur état de santé. L'objectif de cette opération inédite de la CNSS est de renforcer une politique de proximité en faveur de ces affiliés de la santé fragile, incapables du moindre mouvement, encore moins durant l'été. Des services qui ont été reçus avec joie par ces alités, mais aussi par les riverains, comme ici à Chermoussa. Cette femme, donc retraitée alité, a indiqué, donc je cite, avant ça, c'était un calvaire, a-t-elle dit. Je devais chercher un taxi parce que je ne peux pas prendre de bus et arriver à la CNSS, je ne pouvais attendre longtemps devant les guichets. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est vraiment un énorme service. Non seulement je reçois ma retraite, mais en plus je suis examiné par un médecin. Ce sage du quartier a affirmé que la population est très touchée par ce geste noble et entièrement désintéressée parce que ce retraité est trop âgé. Il a un quotidien difficile, pourtant la CNSS s'est intéressée à lui. Voilà donc comment ces retraités réagissent face à ces opérations menées par ces équipes de la CNSS. Et ce service social initié par le directeur général de la CNSS fin octobre 2017 gagne du terrain. Le nombre de retraités alités monte en flèche. Alors pour payer dans un délai raisonnable les pensions aux alités, l'équipe mobile se prend de plus en plus tôt comme on l'explique donc ici le caissier principal de la CNSS, Aboubakar Dimbiou. On l'écoute. On atteint 400 alités. Ça prouve que ce service social à domicile est très sollicité puisque ces personnes ne peuvent pas se déplacer jusqu'à la CNSS. Également, j'aimerais vous dire que ce paiement ne se fait pas uniquement à Djibouti-Ville, dans la région d'Arta, notamment à Douda, Hol et Karta. Ce service vise à renforcer notre politique de proximité. Également dans l'actualité, la société Harou en charge donc de la construction du tronçon routier d'Ora-Balhou, de la route d'Ora-Balhou, joue aussi un rôle clé donc dans le processus de développement social de la région. La société Harou est une des rares sociétés qui a une bonne entente avec la communauté rurale. Elle a privilégié le terrain de coopération et d'entente pour impliquer la population rurale dans le processus de développement de leur région. C'est pourquoi cette société assure des formations pour les entrepreneurs locaux auxquels elle confie les travaux de gabions et autres afin donc qu'ils puissent réaliser un travail sérieux et périn. Consciente que cette zone d'intervention du projet est une région où le problème d'eau est donc avec acuité, cette société œuvre sans relâche dans la lutte contre la soif et depuis l'arrivée de la société Harou, de nombreux bassins d'eau ont poussé dans cette rentrée de la région qui permet aujourd'hui d'atténuer la souffrance de la population. De nombreuses sociétés ont travaillé dans la région, mais la société Harou est une exception hautement distinguée dans la formation et la lutte contre la soif dans le secteur d'Ora et Balhou. La route Balhou vers Dora, avec la communauté et donc le chef-lieu du district, M. Abdul Malik. La compagnie de la société donc travaille énormément avec la communauté afin de contribuer. Et nous avons fait des installations d'à peu près de 5 km de tuyauterie, où nous avons acheté et ramené des tuyauteries donc, de l'Allemagne, et pour lesquelles nous sommes en train de faire pour la communauté, afin qu'ils ne puissent pas manquer d'eau. Et nous suivons aussi les objectifs du président de la République, d'éradiquer en fait la soif dans les régions éloignées, et particulièrement dans des régions très difficiles.
Et des membres de la diaspora Assad Diog installés sur le sol européen se sont rendus dans la matinée de jeudi dernier à Lissabié, leur ville d'origine, pour établir des contacts fructueux au profit de la population locale. Et dans la matinée de jeudi, lors de leur arrivée à Askaville, ils ont été reçus par le préfet de la région, Mohamed Waberi Assoué, le président du conseil régional, où ils ont pu discuter avec la population de la teneur de l'objet de leur séjour dans sa région. De la nostalgie qui les avait incités de revoir le bercail s'ajoute de la motivation pressante à se rendre utile à leurs concitoyens d'hier, compte tenu des expériences acquises au cours de leur exil européen. À la fin de leur discussion, ces derniers les a introduits donc dans la grande salle des réunions des lieux d'où sont présents des Assad Diog de tous les âges et de toutes les catégories sociales. Acclamés et applaudis fortement, les fils et les filles de la ville Assad Diog ont été accueillis chaleureusement parmi les siens. Et en prenant donc la parole en premier, le président du conseil régional a présenté un à un les enfants de la région, partis auparavant vivre en Belgique, en Suède ou en France ou encore en Angleterre, pour ne citer que ces pays d'Europe, revenus aujourd'hui donc au pays pour une cause noble. Et les membres de la diaspora donc Assad Diog ont établi en Europe, donc ont salué leur interlocuteur et expliqué donc leur intention de se rendre utile pour leur nation et surtout pour leur région d'origine. Et des compétitions donc sportives comme l'athlétisme, le cyclisme ou encore le football ont été organisées en présence donc des responsables de la région et de la diaspora djiboutienne donc installée en Europe, et des trophées et des prix et récompenses ont été remis aux différents vainqueurs de ces compétitions. Et le préfet de la région d'Ali Sabié, Mohamed Waberi Assoué, s'est réjoui donc de la visite de la diaspora Assad Diog dans la région d'Ali Sabié. Les membres de la diaspora ont pu établir des contacts fructueux et ont échangé sur les voies et moyens de participer donc aux efforts de développement de la région avec la participation de la diaspora. Le préfet a félicité les membres de la diaspora pour leur souhait de s'impliquer dans le développement de la nation et dans la région d'Ali Sabié. Le but recherché à travers ces liaisons personnelles multiples étant de mettre au point une solidarité active et pragmatique entre les Assad Diog vivant toujours au pays et ceux installés à l'extérieur de celui-ci, le tout pour une solidarité à concrétiser sur le terrain afin d'apporter un petit plus soulageant aux groupes les plus défavorisés de la population locale, ont-ils annoncé unanimement à l'égard de leur public. Le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, en étroite collaboration avec le comité national olympique et sportif djiboutien et la fédération djiboutienne de football, a organisé hier soir au stade Gouled une rencontre avec la délégation djiboutienne devant prendre part à la 3e édition des Jeux africains de la jeunesse africaine à Alger, donc 2018. Cette rencontre présidée par la présidente du comité olympique, Mme Aïcha Ali Garad, du directeur des sports du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, ainsi que du vice-président de la fédération, a été l'occasion pour ces responsables de prodiguer des conseils à la délégation djiboutienne composée de 42 athlètes des disciplines suivantes: football, taekwondo, tennis de table, judo, karaté, athlétisme, canoë, kayak, et une dizaine de staff techniques afin de bien défendre les couleurs du drapeau national durant leur séjour sur le sol algérien. Cette 3e édition des Jeux africains regroupera 9 pays africains, à savoir l'Algérie, le Maroc, la Libye, le Cameroun, la République démocratique du Congo, le Congo, la Guinée, Nigeria et bien sûr Djibouti. Première des choses, c'est que vous aviez été sélectionné au niveau des fédérations. Une fois que vous aviez été sélectionné au niveau des fédérations, votre dossier est monté au niveau du comité national olympique qui a validé votre participation en envoyant les informations aux organisateurs. Et en parallèle, le comité national olympique a transmis vos dossiers au gouvernement, c'est-à-dire au ministère de la Jeunesse et des Sports. Donc sachez que vous êtes traité et suivi de près par les fédérations, par les comités olympiques et au plus haut niveau par le gouvernement. Donc sachez que la République de Djibouti compte beaucoup sur les résultats des performances. L'État djiboutien a vraiment investi pour que vous participiez comme les autres pays à cette compétition. Donc on veut des résultats, on veut que vous rameniez des médailles. Donc il faut que vous vous donniez à fond pour que la République de Djibouti, pour que notre drapeau ici présent derrière moi soit hissé au même titre que les autres drapeaux des autres pays.
Et la présidente du comité national olympique et sportif djiboutien Aïcha Ali Garad, forte de ses expériences en la matière, a tenu d'abord à encourager les jeunes à donner le meilleur d'eux-mêmes pour remporter des victoires et faire honneur à leur pays. On l'écoute. Règle de la bonne conduite dans un village olympique, s'il vous plaît. Vous représentez la République des Djibouti. La bonne conduite, c'est quoi? C'est de respecter d'abord son prochain, de respecter les règles. Il y a deux façons de se faire remarquer dans les Jeux olympiques ou dans les Jeux africains. Ou on est champion, on est sur le podium, on a une médaille, ou on est mal élevé, on a un avertissement, et c'est la République des Djibouti qui est marquée en rouge. Je suis venu aujourd'hui, c'est pour vous encourager. On a mis tous les moyens d'abord pour préparer, en dehors du football, qui s'est préparé à part, mais les autres, vous avez voyagé à l'étranger. Je félicite au passage la Fédération d'athlétisme qui est rentrée hier avec 3 médailles grâce au Comité national olympique qui a soutenu la préparation et la participation à cette compétition. Je voudrais aussi remercier le ministre de la Jeunesse et des Sports qui a pris en charge les billets d'avion, les frais d'émission. Si vous voulez avoir un parcours sans faute, en ayant le maximum de résultats et le maximum de comportements de bonne conduite, on peut arriver. Vous êtes jeune. Le plus vieux, il a 17 ans. Le plus jeune, il a 13 ans. Donc, si vous voulez vraiment, d'abord, hausser le drapeau national, avoir une performance à la hauteur de vos efforts, je veux un comportement exemplaire. Et enfin, page nécrologie pour clore l'actualité nationale. La direction et l'ensemble du personnel de la Salam African Bank ont le regret donc d'annoncer au public et à son aimable clientèle le décès du directeur général Nour Abdi Mohamed. Le défunt est décédé donc hier après-midi à 15h heure locale, l'hôpital général Pelletier. La prière mortuaire donc se déroulera dimanche soir, c'est-à-dire le 15 juillet prochain, après la prière de l'Isha à la mosquée Salman. Salam African Bank compatit donc à la douleur de la famille et des proches du défunt, et la radio-télévision de Djibouti s'associe à la douleur de la famille de feu Nour Abdi Mohamed en adressant ses condoléances les plus attristées à la famille et prie le bon Dieu, le Tout-Puissant, de l'accueillir dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et de là, nous passons à l'actualité hors de nos frontières avec Fardous. Bonjour Fardous. Bonjour Ahmed. Alors Fardous, au Pakistan, l'État islamique revendique un attentat meurtrier contre un meeting électoral. Et oui Ahmed, c'était donc hier un attentat suicide qui a frappé une réunion électorale à Massouk dans la région, dans le Baloutchistan, faisant au moins 128 morts et 120 blessés. Il a été revendiqué par le groupe État islamique via son agence de propagande Amak. Il s'agit de l'attentat le plus meurtrier dans le pays depuis 2014. Des dizaines de victimes ont été évacuées dans l'obscurité faute d'électricité et transportées à bord de Kichwant dans les 6 hôpitaux de la région avant l'arrivée de secours. Plus tôt dans la journée, une bombe donc cachée sur une moto avait explosé près de Banou dans le nord-ouest du pays. Donc au passage du convoi d'un autre candidat aux élections, 4 personnes ont été tuées et une quarantaine d'autres blessés. L'homme politique visé a survécu à l'attaque. En cette période électorale, Ahmed, le Pakistan a été frappé cette semaine par 3 attentats meurtriers. Et à Gaza, Fardous, forte tension à la frontière. Et oui, Ahmed, l'armée israélienne a annoncé donc avoir mené des attaques meurtrières aériennes contre des cibles de Hamas dans la bande de Gaza dans la nuit d'hier, après les violentes manifestations du matin, donc vendredi, au cours desquelles un soldat a été blessé et un adolescent palestinien tué. Des raids aériens ont été accompagnés des tirs de roquettes et d'obus de mortiers vers le sud d'Israël depuis la bande de Gaza. Les manifestations à la frontière séparant Israël de la bande de Gaza ont été particulièrement violents. Selon le ministère palestinien de la Santé à Gaza, un adolescent âgé de 15 ans a été tué et 220 autres Palestiniens ont été blessés. Depuis le début mars, l'enclave palestinienne est le théâtre d'une mobilisation contre le blocus israélien et pour le droit au retour des Palestiniens sur les terres dont ils ont été chassés ou qu'ils ont fui à la création d'Israël en 1948. Au moins 140 Palestiniens ont été tués par des tirs israéliens depuis le début de ces manifestations.
Et en Europe, donc, rapprochement économique entre Donald Trump et la première ministre britannique Theresa May. Et oui, Ahmed, donc ils affichent leur entente, mais ce n'est pas gagné au lendemain d'un premier jour de visite donc tumultueux au Royaume-Uni. Donald Trump n'a pas tari d'éloges sur Theresa May. Le locataire de la Maison-Blanche a rappelé que le Royaume-Uni est le principal partenaire des États-Unis et qu'il aurait l'opportunité de doubler au bas mot leurs échanges. Pour l'instant, la balance commerciale penche en faveur de Londres qui exporte bien plus de produits d'outre-Atlantique qu'il en importe. Donald Trump compte donc profiter du Brexit pour tenter de réduire le déficit commercial américain et emploie la manière dure. Jeudi, il avait critiqué les options avancées par Theresa May en faveur d'un Brexit plus souple quitte à hypothéquer le rapprochement économique. Et aux États-Unis, donc, 12 agents russes inculpés pour piratage de l'élection présidentielle de 2016. Et oui, Ahmed, les 12 officiels inculpés pour conspiration contre les États-Unis sont tous membres du GRU, le service de renseignement de l'armée russe. Le procureur Robert Mueller, chargé de l'enquête sur les ingérences de la Russie dans la campagne américaine de 2016 au profit de Donald Trump, les accuse d'avoir piraté des ordinateurs du Parti démocrate pour y récupérer des documents sensibles. Par l'intermédiaire d'un faux site internet, les 12 espions auraient ensuite organisé la diffusion de ces documents pour influencer l'élection vers une organisation que le ministère américain de la Justice n'a pas nommée. Même si le numéro 2 du ministère de la Justice demande donc tout lien avec le calendrier, cette annonce intervient à 3 jours de la rencontre prévue à Helsinki entre Vladimir Poutine et Donald Trump, désormais sous pression. Et enfin, nous allons parler donc de la Coupe du Monde qui prendra fin donc demain avec la finale qui va opposer donc la France à la Croatie. Mais la petite finale donc pour la 3e place va se jouer aujourd'hui entre l'Angleterre et la Belgique. Fardous. Et oui, Ahmed, donc les Diables Rouges et les Anglais battus en demi-finale s'affrontent pour la 3e place à Saint-Pétersbourg. Le maigre lot de consolation, la Belgique et l'Angleterre devront surmonter la déception d'une élimination en demi-finale pour jouer la 3e place. Pour les deux équipes, finir 3e serait une grande première. Les Anglais, champions du monde en 1996, avaient terminé 4e en 90 avec une défaite en petite finale contre l'Italie de buts à 1. La Belgique, elle, avait perdu en 1986 contre la France 4-2. Les Belges ont en tout cas donc de victoire. L'histoire en Coupe du Monde, de quoi atténuer peut-être leur frustration. Merci Fardous et merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de cette édition. Restez avec nous, le programme continue.